Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, sur 101.3 et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission Au Miroir de Clio est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroir de Clio, tout attaché, @gmail.com. Aujourd'hui, pour le 5e numéro d'Au Miroir de Clio, nous nous intéressons à la figure de Robespierre et nous le faisons en compagnie de Yannick Bosc. Bonjour Yannick Bosc. Bonjour. Yannick Bosc, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, vous enseignez l'histoire de l'époque moderne et de la Révolution française. En novembre 2013, donc il y a peu de temps, vous avez publié avec votre collègue Marc Bélissat, qui est maître de conférence à l'Université de Nanterre, un ouvrage intitulé « Robespierre, la fabrication d'un mythe », un livre paru chez Ellipse dans la collection Biographies et mythes historiques, collection dirigée par Anne Jolet. Cet ouvrage est tout à la fois une biographie, une enquête historiographique. À cet égard, je pense qu'on peut observer de manière attentive la composition du livre. La première partie de votre ouvrage s'intitule « Maximilien Robespierre ». Il revient sur la biographie de Robespierre, né en 1758, mort en 1794. La seconde partie s'intitule « À chaque époque, c'est Robespierre », une partie proprement historiographique. Et la troisième partie s'intitule « 9 facettes de la légende de Robespierre ». Alors peut-être une première série de questions pour savoir, Yannick Bosc, comment est né ce projet. On imagine que l'ouvrage est volumineux, plus de 500 pages. Comment est né ce projet, Yannick Bosc, et comment avez-vous pu l'écrire? Parce que vous l'écrivez donc à deux, ce qui rend la chose peut-être plus difficile ou plus simple, je ne sais pas, Yannick Bosc. Plus difficile et plus simple, peut-être plus simple, parce que c'est toujours bien d'avoir des allers-retours et des discussions. Un projet, disons que c'est un projet qui s'est écrit en 2 ans, où il a fallu aborder environ 600 titres. Ah oui, quand même. Oui, quand on regarde les ouvrages, simplement à la Bibliothèque nationale, qui ont Robespierre dans l'intitulé du titre, ça fait déjà quelques centaines. Si on rajoute tous les ouvrages généralistes sur la Révolution française, ça fait une masse assez importante de textes à lire. Donc on n'est pas trop dans cette affaire. Mais c'est un travail qui résulte d'une recherche et d'un intérêt qui a 20 ans. C'est-à-dire que Marc et moi, nous sommes depuis fort longtemps des lecteurs de Robespierre, de l'historiographie de la Révolution française évidemment, et des problématiques qui sont associées. Donc le projet est arrivé parce que l'éditeur nous a demandé de faire ce travail, mais c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis déjà fort longtemps, dans la mesure où le rapport que l'on a à la biographie s'est déplacé ces derniers temps. Les réflexions des historiens sur la vie des personnages s'est modifiée, et on ne peut plus simplement considérer qu'un personnage historique doit être saisi simplement de sa naissance à sa mort, mais doit être saisi dans la complexité de tout ce qui fait sa place dans l'histoire, et donc un certain nombre de personnages disparaissent quasiment de l'espace public au bout de quelques années. Robespierre fait partie de ces individus qui ont une épaisseur qui va de sa naissance à aujourd'hui. Et donc, travailler autrement Robespierre, ne pas voir le côté biographique traditionnel simplement, mais voir tous les discours qu'il y avait sur lui, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que effectivement, le simple énoncé du nom Robespierre renvoie toujours à des a priori, des visions, des engagements, des choix, des discours qui ont subsumé pratiquement le personnage historique. Mais en fait, votre objectif, c'était pas de refaire une biographie ou de faire une biographie, c'était vraiment de voir le discours sur Robespierre
pendant sa vie et après, depuis 1794, c'est ça? Alors, pour aider le lecteur, oui, enfin, il y a une première partie dans laquelle on revient sur une 60aine de pages sur la vie de Robespierre, où on donne un certain nombre de faits, d'éléments, sans analyse particulière véritablement, où on ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour que le lecteur ait sous les yeux un condensé biographique où on parle de ses principales interventions, d'un certain nombre de choix, de ce que l'on sait de manière attestée pour Robespierre. Ensuite, on rappelle la quantité extrêmement faible de témoignages d'époque que l'on a sur lui et d'images réelles que l'on a sur lui. Donc c'est à quoi ressemblait Robespierre, par exemple, c'est de son vivant, on ne peut pas dire grand-chose. On a des représentations qui sont très très divergentes. De même que les témoignages à son égard, sur son enfance, par exemple, sont totalement inexistants. Il n'y a quasiment rien. Donc le lecteur sait que tout ce qui va être dit sur l'enfance de Robespierre, et Dieu sait s'il y a des biographes qui se sont étalés longuement sur l'intimité, l'enfance de Maximilien, tout ça repose sur des textes qui sont totalement postérieurs et donc qui sont à chaque fois des constructions. Ce qu'il fallait mettre en évidence, c'est dès qu'on est devant des constructions. L'histoire est une construction et le passé est quelque chose de construit. Et qu'il y a un certain nombre de figures emblématiques, quelques jalons qu'il y a dans l'histoire, comme ça, sont aussi le résultat de cette construction. Et c'est pour donner à voir ça, cette dimension-là, qu'on a véritablement voulu insister sur cette fabrication, sur cette fabrication du négatif, parce qu'il y a un discours négatif qui est extrêmement présent, mais également sur ce qu'on appelle la légende dorée de Robespierre, et on voit que chacune d'ailleurs qui s'entretient l'une l'autre et qui s'accompagne, qui fait boule de neige. Donc c'était vraiment, comme vous l'avez juste titre souligné, plutôt le Robespierre de sa mort aujourd'hui qui nous importait, mais il fallait de toute façon qu'il y ait cette partie biographique pour qu'un lecteur qui n'est pas un habitué de l'historiographie de la Révolution française puisse s'y retrouver. Et est-ce que votre ouvrage est une réaction aussi à la légende noire de Robespierre? Vous avez parlé d'une légende dorée qui existe aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté presque défensif dans votre ouvrage pour essayer de rétablir une vérité et d'aller à l'encontre de cette légende noire qui est toujours pesante aujourd'hui, Yannick Bosc? Alors moi j'ai commencé à travailler sur Robespierre il y a fort longtemps, puisque j'ai fait ma maîtrise sur Robespierre, c'était dans les années 80, et c'était un travail sur la pensée politique de Robespierre, et les principes du droit naturel en particulier. Et ensuite on avait publié à la Fabrique avec Sophie Vaniche et Florence Gauthier également un Robespierre, une anthologie de textes de Robespierre. Et à chaque fois c'était pas l'idée qu'il fallait réhabiliter ou aller dans le sens d'une légende ou l'autre, mais le fait que j'ai été moi surpris de l'écart qui pouvait exister entre les textes que je lisais de Robespierre et les discours que par ailleurs je pouvais lire sur ces textes, sur ce personnage. Bon. Et donc c'est le travail de l'historien qui consiste simplement à essayer de remettre à plat un certain nombre de faits qui sont attestés, d'autres qui ne le sont pas, et là on donne en fait à lire un certain nombre de faits qui sont attestés et d'autres qui sont des constructions, qui sont en débat, des fois qui sont de pures affabulations. Donc on a une espèce de cartographie finalement du personnage, avec des continents qui ont été fabriqués, qui ont pu apparaître et devenir même presque prédominants au détriment d'autres qui ont été engloutis, qui ont disparu, mais qui ont pu exister à certaines époques. Alors avant peut-être de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, continuons de tourner autour de l'ouvrage. Cet ouvrage que vous avez composé avec Marc Bélissa, à qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est le public universitaire ou est-ce que vous avez voulu faire quelque chose de plus large, Yannick Bosc? Alors l'objectif était de ne pas cibler un public universitaire, c'est-à-dire de ne pas être dans la finesse des débats scientifiques qui sont nécessaires, mais qui, vus de l'extérieur, peuvent souvent apparaître comme, on va dire, des activités pour happy few, quoi. Avec l'idée aussi que la Révolution française en particulier, l'histoire en général, mais la Révolution française en particulier, sont des champs qui intéressent également les citoyens. Et que les travaux que l'on fait, nous, historiens, ont tendance souvent à être enfermés dans le champ des universités et des discours universitaires. Donc, l'idée, c'est de livrer aussi, était principalement de livrer à un public large tout un tas de réflexions, de travaux. Alors, ça peut peut-être
paraître érudit, mais je trouve il y a plutôt, vous le direz-vous, en tant que lecteur, une clarté quand même du propos qui permet à toute personne de rentrer dans l'ouvrage, s'il a la curiosité d'y rentrer, s'il a l'envie d'y rentrer, et s'il se pose ces questions. Voilà, mais le fait que ça ne soit pas spécialisé, que ça ne soit pas quelque chose qui s'adresse exclusivement à des professionnels, c'est vraiment très, très important. D'accord, une espèce d'élargissement du public, oui, qu'on ressent et qui est à mon avis fort utile. Est-ce que en ce moment, dans ces années-là, dans les années 2010, est-ce qu'on publie beaucoup, je veux dire, je parle des publications scientifiques, sur Robespierre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'historiens de qualité, de renom qui travaillent sur Robespierre, Yannick Bosc? Alors on est dans une situation qui est singulière, c'est-à-dire que la Robespierre devient un enjeu véritablement politique porté au XXe siècle, en particulier par le Parti communiste dans les années 30, et c'est au moment où Robespierre devient cet étendard, pratiquement, que sur le plan des travaux historiques, il tente à ne plus être un enjeu véritablement. Il n'est plus un enjeu parce que l'histoire fait sa mue dans ces années 30 et va ne plus s'intéresser aux grands personnages, mais plutôt à l'histoire sociale, et va mettre de côté l'histoire politique pour s'intéresser à l'économique en particulier. Donc des travaux d'historiens sur Robespierre, universitaires sur Robespierre, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, la Société des études robespierristes, qui est une société qui rassemble des historiens, des érudits, des universitaires, va publier les œuvres de Robespierre. Claude Mazurek sera un de ces historiens dans les années 60-70 qui continuera à s'intéresser à Robespierre et à la biographie de Robespierre. Mais cela dit, des travaux universitaires en France consacrés à Robespierre, il y en a peu. Et quand vous dites 2010, c'est intéressant parce qu'on est, à partir de 2010, dans un moment où il y a un retour, en quelque sorte, de cet intérêt des universitaires pour Robespierre. Voilà. Quand on a fait notre Robespierre à la Fabrique, notre anthologie pour le bonheur ou pour la liberté, le livre est sorti en 2000 et ça apparaissait un peu comme une espèce de truc étrange, un machin de zombie, quoi, complètement archaïque. Quel rapport avec ce qui se fait? C'était vraiment, ça a été vécu particulièrement, quoi. Il n'y a pas aussi des travaux qui viennent de l'étranger? Absolument, oui. Et on a un travail d'un Australien, je crois, Peter McPhee. Peter McPhee, oui. Bon, Peter McPhee, c'est l'exemple même d'un travail qui vient de l'extérieur et qui propose une approche autre de la biographie de Robespierre, mais qui est, on va dire, une démarche singulière par rapport à ce qu'est la situation de l'historiographie en France. Mais c'est vrai que ça vient plutôt des États-Unis, d'Angleterre, et peu des milieux universitaires français, sauf depuis 4-5 ans, 3-4 ans même. Bon, alors, avant de marquer une première pause musicale, quelques éléments sur la vie de Robespierre, quand même, pour bien situer les débats. Alors, Robespierre naît en 1758. Sa famille appartient à l'Artois. À quel milieu social appartient-il c'est un milieu de juristes, de rabbins, de gens qui sont avocats. Donc c'est un milieu qui est de petite bourgeoisie, également de petits entrepreneurs, du côté de sa mère. Alors il fait ses études, il est né donc à Arras, il fait ses études à Paris, il revient ensuite à Arras où il est avocat et juge. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur ces premières années? Est-ce qu'il y a des travaux? Il semble quand même qu'il y ait un petit renouveau sur les premières années de sa vie, ces années à Arras et dans l'Artois, Yannick Bosc. Oui, on a des travaux qui sont menés par Hervé Levers, en particulier sur le Robespierre juriste, qui est non pas forcément situé dans sa biographie, ce qui serait spécifique à Robespierre, mais qui est, comme chez McPhee d'ailleurs, qui permet de replacer Robespierre dans un contexte beaucoup plus large, de ce qu'est un avocat dans l'Artois, ce qu'est une plaidoirie, ce qu'est la pratique du métier, comme McPhee pose la question, par exemple, des révolutionnaires par rapport à leur maladie, par rapport à leur enfance, en essayant de retraduire, de recontextualiser quelque chose de plus large et qui n'est pas simplement un descriptif pointu, parce qu'on n'a pas les documents, de ce qu'aurait
aurait été l'activité professionnelle stricto sensu et proprement dite de Robespierre, ou son enfance. Parce que ce qui nous manque, c'est quand même des documents, c'est ça, même pour cette première partie de la vie en particulier, et même pour la seconde d'ailleurs. Même pour la suite, parce que tous les papiers de Robespierre ont été pris, mis sous séquestre et détruits par ceux qui l'ont arrêté. Et donc, on sait que Courtois, par exemple, qui était le conventionnel qui était chargé de cet inventaire des papiers et qui avait posé les scellés, qui dirigeait la commission de la convention qui était chargée d'en faire l'état, a mis de côté des papiers, on a détruit un certain nombre, on a négocié probablement avec un certain nombre de ses collègues qui étaient peut-être compromis, et ils refont leur réapparition, ils disparaissent. C'est pour ça que la vente aux enchères de manuscrits de Robespierre avait cette importance, parce qu'on a finalement peu de choses. C'était en 2011. C'était en 2011, et c'est le moment où, dans l'espace public, un intérêt pour Robespierre dépasse le cercle confiné des admirateurs, quoi, et rappelle aux historiens aussi qu'il existe de l'intérêt pour le personnage, parce que cette souscription qui a été lancée à l'époque pour la préemption des manuscrits par les Archives nationales a été un succès totalement inattendu, quoi. Tout à fait. Alors pour revenir à la vie de Robespierre, donc là, les choses vont peut-être basculer à partir du moment où il est élu député du tiers-état aux États généraux de 1789, et qu'ensuite il prend part aux premiers événements de mai-juin 89 et qui participe à l'Assemblée constituante à partir de juillet 1789. Est-ce que Robespierre est connu à ce moment-là, ou est-ce que c'est un député parmi d'autres, Yannick Bosc ? C'est un député parmi d'autres. Il n'est pas inconnu sur Arras. Il fait partie des cercles de sociabilité de son milieu social, les Rosati. Donc il aime proser, il aime boire du vin et chanter, raconter des histoires. Il est réputé pour également son travail d'avocat. C'est quelqu'un qui est... on a peu de traces, mais on sait, par exemple, par des lettres qui sont adressées par un avocat d'Arras à une de ses connaissances de Paris, on sait que Robespierre est... connu pour la haute qualité de son travail et est un concurrent redoutable. Et donc il n'est pas inconnu, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est quand même choisi comme député dans l'Artois, mais il n'a pas une présence nationale remarquable, sauf pour son travail sa plaidoirie sur le paratonnerre, qui a pu faire un peu de bruit, auquel on fait allusion dans les années 1790, en mal en général, mais c'est pas quelqu'un qui est effectivement une vedette, mais dont on voit qu'il prend la parole au fur et à mesure, régulièrement dans ces années-là. Et le bon marqueur de sa notoriété, c'est le début des années 90, le moment où la presse royaliste va commencer à le prendre pour cible. Donc dès l'instant où l'ennemi commence à s'intéresser à vous et à organiser tout un travail de propagande à votre rencontre, c'est sûrement un bon marqueur, un bon signe. Vous dites, ah tiens, Robespierre commence à exister à ce moment-là. Bon, alors avant de voir la montée en puissance de Robespierre à partir du début des années 1790, on va marquer une première pause musicale en écoutant un titre de 1969, un beau titre de Jean Ferrat, né en 1930, mort en 2010, un militant communiste bien connu. C'est Ma France, et vous verrez que dans cette chanson, dans ce titre, le nom de Robespierre est donné, et soyez bien attentifs aux paroles. Ma France sur R2R. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières,
peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. C'était Ma France de Jean Ferrat, un titre qui évoquait Robespierre. Jean Ferrat, rappelons, un militant du Parti communiste français. Alors, nous sommes toujours en compagnie dans Au miroir de Clio de Yannick Bosque, co-auteur avec Marc Bélissa de Robespierre, la fabrication d'un mythe, un ouvrage paru aux éditions Ellipse en novembre 2013. Alors à l'instant, Yannick Bosque, nous évoquions la vie de Robespierre et nous étions au tout début des années 1790, au moment où les choses basculent pour Robespierre, qui est quand même plus connu à l'Assemblée, qui monte en puissance. Alors peut-être pouvons-nous insister sur les thèmes sur lesquels se mobilise Robespierre dans ses discours des années 1790-1791 ? Quels sont ces thèmes, Yannick Bosque ? Alors, plusieurs thèmes, mais qui ont un point commun, qui est à chaque fois l'idée que les droits naturels de l'homme et ceux du citoyen ont été déclarés le 26 août 1789 et que cette déclaration vaut constitution. C'est le moment où on constitue la société. On constitue une société et où les représentants du peuple sont là pour prendre ce texte au sérieux. Que fait-on une fois qu'on a déclaré ces droits de l'homme et du citoyen ? Est-ce que c'est simplement des idées générales comme ça, quelque chose qui serait comme dans les livres, ou est-ce que c'est la loi ? Et il fait partie de ceux qu'on appelle le côté gauche, on ne parle pas de la gauche, on parle du côté gauche, qui estime qu'il y a là, dans ce texte, une norme politique qu'il faut suivre. Donc, est-ce qu'on va l'appliquer aux colonies ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura des citoyens actifs ou des citoyens et des citoyens passifs ? Est-ce que tout le monde peut être citoyen, peut voter, ou d'autres seraient des sous-citoyens ? Est-ce que la garde nationale va être ouverte à tous ? Est-ce que les juifs sont citoyens ? Est-ce que les comédiens sont citoyens ? Est-ce que la peine de mort est quelque chose qui est acceptable, etc., etc. Et Robespierre est, sur ces questions-là, à chaque fois minoritaire, au niveau de l'Assemblée, mais est quelqu'un qui porte de plus en plus, il n'est pas le seul, il y a Grégoire qui est également un personnage important du côté gauche à l'époque, Duport aussi, qui porte ces idées, porte ce discours qu'il y ait, en gros, que fait-on de cette déclaration des droits et
comment peut-on prendre ce texte au sérieux ? Et face à lui, il y a le côté droit qui, au contraire, même si une partie a voté pour le texte de la déclaration, essaye d'esquiver les contraintes qu'elle implique, et de mettre en avant un régime qui serait celui des propriétaires, en fait, des gens de bien, des gens comme il faut, des honnêtes gens, et former ce qu'on appelle une aristocratie des riches, qui est dénoncée par l'abbé Grégoire et par Robespierre. Et c'est face à ce discours-là qui est très difficile à être reçu. Il y a un travail du côté droit qui est systématiquement au niveau de l'Assemblée organisé pour que ce discours ne puisse pas être reçu, une obstruction systématique quasiment. Mais il y a des imprimés, mais ça se diffuse, mais il y a des correspondances. Et on s'aperçoit que Robespierre est écouté de plus en plus sur cette question. Suffrage universel contre suffrage censitaire. La différence entre actif et passif est quelque chose qui est inacceptable. Et c'est là-dessus que se fait sa notoriété, son nom d'incorruptible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maintient à chaque fois ce discours-là, et il est toujours, dans la correspondance qu'il reçoit, on peut le repérer, il est toujours remercié pour sa capacité à tenir les principes à un moment donné, alors que d'autres lâchent. On va peut-être rappeler pour nos auditeurs, citoyen actif, citoyen passif, qu'est-ce que signifie cette distinction ? La distinction, l'idée est que tout le monde serait citoyen, mais qu'il y aurait des vrais citoyens et des faux, en quelque sorte. Le citoyen passif est quelqu'un qui sera régi par les lois, qui sont valables pour tous. Il est passif parce qu'il ne va pas voter la loi par laquelle il sera régi. Seuls ceux qui vont acquitter une certaine somme d'impôts pourront avoir le droit de faire la loi. Et on estime que les propriétaires étant le sel de la terre, en quelque sorte, ceux qui ont intérêt aux lois et qui voient ces lois régir leur propriété, sont ceux qui sont naturellement, en quelque sorte, à même de voter. Donc tout le monde sera protégé par la loi, mais seuls quelques-uns auront la possibilité de la voter. Voilà. Et ça va fondamentalement asseoir Robespierre dans l'espace public, et son discours contre le décret dit du marc d'argent. Le marc d'argent, c'était la quantité d'argent que l'on devait débourser en impôts si on voulait être éligible cette fois-ci. Discours dans lequel il dit mais cette mesure est anticonstitutionnelle et antisociale. Où est la souveraineté si on la met en œuvre? Et où il va développer cette formule que j'évoquais tout à l'heure et qui est célèbre. Vous refabriquez une aristocratie, et la pire de toutes, celle des riches. Et ça, c'est quelque chose qui lui donne un appui du côté du mouvement populaire qui est toujours là, qui existe à ce moment-là, et du côté des sociétés populaires également, et qui le désigne très rapidement comme un ennemi redoutable du côté droit. Et il est à l'époque en concurrence avec d'autres. La principale cible de la presse de royaliste, c'est Mirabeau, à ce moment-là. Il n'est pas le seul visé. Très bien, alors donc se termine l'Assemblée constituante, se met en place l'Assemblée législative, on passe assez vite les événements, on arrive en 1792 avec la chute de la monarchie, le 10 août 1792. Quelle place occupe Robespierre dans la chute de la monarchie, Yannick Bosc, finalement ? Alors c'est quelqu'un qui va préparer cette chute et qui va essayer de définir le moment qui est le moment propice. Il y a tout un pan de son argumentation qui consiste à dire que, par exemple, après la fuite du roi à Varennes, c'est pas le moment de poser cette question-là. Stratégiquement, c'est une tactique qui risque d'être contre-productive. La fuite du roi à Varennes, rappelons-le, c'est en juin 1791. En juin 91. Et il est de ceux qui préparent petit à petit le 10 août en luttant justement contre la constitution censitaire, celle qui fait la distinction entre citoyen actif et passif, qui est alors mise en œuvre, et également un élément qui est parfaitement central, qui ne faudrait pas passer sous silence, même si on doit aller vite, c'est la guerre. Bien sûr, oui, le contexte est très important. On est dans la guerre depuis avril 92, et donc on est dans une situation singulière où un roi qui est chef des armées est en même temps celui qui livre les plans à l'ennemi en quelque sorte. Voilà. Et la question du 10 août, c'est pas simplement la personne du roi qui est visée en tant que traître au moment où une guerre extérieure
et une guerre civile qui commence à apparaître sont là, que Robespierre a dénoncé. Il est un des rares à être opposé à la guerre. On le dit d'ailleurs que c'est un agent des royalistes qui sont cachés à Coblence parce qu'ils s'opposent à la guerre, mais il dit qu'une guerre, ça ne peut que renforcer le pouvoir exécutif, que renforcer le despotisme, c'est dangereux. Donc il a préparé dans les esprits ce qui se passe. Il a aussi milité au niveau de ses interventions aux Jacobins, mais c'est pas quelqu'un qu'on voit effectivement au 10 août avec une pique, les armes à la main, à la tête d'une section avec un canon à côté de lui. Non, il n'est pas là physiquement, et beaucoup de discours seront produits par la suite en disant mais Robespierre est quelqu'un qui discute beaucoup, qui donne des principes et des idées, mais qui n'est pas physiquement dans l'action. Mais bon, était-il le seul? Est-ce que c'était son rôle? Est-ce que c'était sa fonction? C'est un politique, et il est là pour essayer de donner des possibilités à la loi, ou donner la possibilité à des actions à des moments donnés. Et dans les débats sur l'exécution du roi, il va jouer un rôle important aussi. Il va défendre cette exécution, oui. Et ce qui paraît contradictoire, puisque précédemment, il était contre la peine de mort, et là, il va la défendre finalement. Oui, il le dit d'ailleurs. Il dit je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Ah. Donc, la contradiction n'est qu'apparente. La contradiction n'est apparente puisqu'on n'est pas face à la même situation. Déjà, la question est-ce que doit-on faire le procès d'un roi ? Quand le roi a lui-même été condamné par ce qu'il a fait et par le peuple qu'il a renversé. Est-ce que l'Assemblée est un tribunal ? Oui. Et à partir du moment où le roi a été condamné, Robespierre dit c'est à regret que je prononce cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Belle formule. Voilà, et on est dans une situation où on ne peut pas revenir en arrière, où le roi de fait a été jugé, où on n'est plus dans un état qui est un état paisible, des discussions où tout argument peut être entendu, et où toute clémence peut être également reçue vis-à-vis du mort. On a une situation de guerre, et les situations de guerre, il le rappelle en soulignant qu'il était contre cette guerre. Les situations de guerre créent des contextes qui sont particuliers. D'accord. Alors, les choses se précipitent, on arrive à la Convention, à la Première République. Alors, peut-être un mot sur le rôle de Robespierre au premier semestre 1793. Quel rôle a-t-il dans la chute des Girondins à la fin mai, au début juin 1793, Yannick Bosc ? C'est quelqu'un aussi qui va, dans ce moment-là, mettre la Gironde en face de ses contradictions. C'est eux qui militaient pour la guerre et qui la perdent. Un certain nombre de généraux comme Dumouriez, qui sont très proches des Girondins, passent à l'ennemi. Ce sont les Girondins qui ont essayé de temporiser sur le procès du roi, qui ont essayé de sauver le roi, qui ont subi le 10 août puisqu'ils ne l'ont mené. Et surtout, ce sont des Girondins qui mènent une politique de liberté du commerce des grains dans une situation de disette. Ça veut dire qu'en gros, le prix du blé, du pain est libre, et que ça signifie qu'il y a spéculation. Et quand il y a spéculation, c'est-à-dire qu'il y a montée du prix, donc les gens ne peuvent pas manger. Ils mettent en avant cette logique propriétaire, ces Girondins, au moment où la Révolution est toujours portée par un mouvement populaire agissant, par des jacqueries paysannes. On a une vision de la Révolution française qui serait quelque chose qui passerait dans les assemblées, mais pas seulement. Il y a 6 jacqueries pendant la Révolution française, pas avant, pendant, entre 1789 et 1794. Donc il y a des mouvements populaires, des jacqueries paysannes contre le pouvoir central, parce qu'ils estiment que ce qui était prévu au départ, cette égalité que l'on devait donner à tous, ce droit à l'existence qui devait être garanti à tous par la Déclaration des droits, ce droit à l'existence et cette égalité ne sont pas là. Et Robespierre fait partie de ceux qui essaient de traduire en loi ce désir de justice à ce moment-là, et qui va donc s'opposer à la Gironde, puisque cette Gironde a tendance à freiner et à maintenir une idée a priori de ce que devrait être un État social qui estime bon, dire un marché libre,
comme les êtres humains seraient libres, alors que les montagnards et Robespierre estiment que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand certains spéculent contre d'autres, on va pas renforcer la liberté, on va au contraire s'opposer à la liberté des plus faibles. Et donc c'est dans cette dimension-là que le rôle, c'est dans cette dimension-là, au fond, que le rôle de Robespierre est important, et puis il y a aussi toute une fonction tactique à ce moment-là. On va peut-être rappeler ce qu'est la Gironde en quelques mots pour nos auditeurs. Les Girondins, ça représente, on pourrait dire, l'aile droite de l'Assemblée ou... Oui, on peut dire ça, enfin, même si c'est un peu plus compliqué. Ce sont des classifications qui sont fluctuantes, on n'est pas dans des partis politiques comme à notre époque, et donc le désignant politique n'est pas forcément celui du moment. Gironde, c'est très rare à l'époque, c'est plutôt au 19e siècle que l'on emploiera, oui. On le trouve, mais c'est rare, on parle plutôt de Brissotin, du nom de Brissot, ou de Rolandin, du nom de Roland et de Madame Roland. Donc ça correspond à des républicains qui pensent une république comme étant celle plutôt des propriétaires, d'une liberté économique, alors que la montagne sont plutôt du côté d'une république qui serait pensée dans la garantie du droit à l'existence. D'accord. Bon, nous arrivons aux années cruciales et aux mois cruciaux, c'est-à-dire l'année 1793, la deuxième partie, puis l'année 1794. Donc, alors, vous soulignez bien dans votre livre que finalement, Robespierre n'a pas le rôle qu'on lui a souvent dévolu. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des théoriciens de la terreur, et peut-être en mettant entre guillemets terreur, Yannick Bosque? Est-ce qu'on peut s'exprimer comme ça ou c'est déjà... La terreur, c'est une construction. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été fabriqué après. Évidemment. Voilà, donc la fabrication, la construction de la terreur en tant que régime qui serait essentiellement fondé sur l'exception, le sang, voire la folie, ça prend corps avec Thermidor. On parlait plutôt de gouvernement révolutionnaire. C'est ça. Qu'est-ce qu'un gouvernement révolutionnaire? Qu'est-ce que gouverner la France dans une situation de guerre intérieure et de guerre extérieure? Et donc Robespierre n'est pas un théoricien de la terreur, donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un théoricien, mais quelqu'un qui est capable de traduire en catégories, en concepts, ce qui est de l'ordre de la pratique, de même de traduire en loi ce qui est de l'ordre de la pratique. Tout simplement, on constate qu'il y a des représentants en mission, c'est-à-dire que l'Assemblée délègue à un certain nombre de ses membres des actions auprès des armées, auprès des départements, pour essayer de mettre en application les lois. Et qu'il y a des expérimentations qui sont faites. Et ces expérimentations reviennent ensuite au niveau de l'Assemblée qui peut en faire une loi. Il faut bien rappeler qu'on est devant le pouvoir législatif. C'est l'Assemblée qui a totalement le pouvoir. C'est elle qui choisit tous les mois les membres des comités. Donc les membres du comité de salut public, Robespierre rentre le 27 juillet 1793, ces membres du comité de salut public rendent compte de leur travail tous les mois. Donc si on veut les changer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le 9 Thermidor, quand il va être renversé, ça ne posera pas de problème métaphysique. Donc c'est quelqu'un qui est dans une politique qui doit essayer de tenir ce principe de liberté, en même temps qu'il est dans un contexte qu'il n'a pas choisi, où il doit réprimer, faire violence et assumer cette violence. Donc je pense que Robespierre assume pleinement la répression. On est effectivement dans une époque de violence, mais est-ce qu'on est devant une tyrannie? Non. Est-ce qu'on est devant la tyrannie d'un homme? Non. Est-ce qu'on est devant une dictature? Non. Autrement, c'était quelque chose de très collectif. Vous voyez? Donc en fait, Robespierre est l'un des acteurs avec d'autres. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on en est fait le seul, ou l'archétype du comité du salut public. En fait, il est avec d'autres. Il est avec d'autres. Par exemple, sur la question de la Vendée, il y a beaucoup d'émissions télévisuelles et d'autres qui sont passées pour nous parler d'un bourreau de la Vendée, point d'interrogation. Le point d'interrogation étant bien sûr en filigrane. Un bourreau de la Vendée, Robespierre, pas plus que les autres. Il n'a pas tenu de discours particulier sur la Vendée. C'est pas quelqu'un qui, on pourrait parler de Carnot à la limite, mais Carnot est moins connu. Et puis Carnot, quand même, ça a une image de républicain qui a été construite dans tout le 19e siècle. Donc effectivement, si Robespierre est mauvais, c'est toujours
pratique de personnaliser le mal. S'il est mauvais, c'est derrière toute la révolution qui est mauvaise. C'est ça. Voilà, donc on en a fait un personnage qui était le réceptacle en quelque sorte de tout un tas de discours contre-révolutionnaires à la base, et il a gardé cette empreinte jusqu'à aujourd'hui, alors que de fait, quand on voit la pratique concrète de la terreur, c'est lui du gouvernement révolutionnaire, c'est lui qui va rappeler un certain nombre de représentants en mission qui abusent de leur pouvoir. C'est lui qui va stigmatiser Carrier. C'est lui qui va rappeler à Fouché un certain nombre d'actes délictueux qu'il a commis sur Lyon. C'est son frère Augustin qui, en Franche-Comté, qui va libérer des prêtres, des centaines. Donc c'est plutôt du côté de la clémence qu'il penche que d'une répression qui est extrémiste ou qui est extrême. En revanche, je ne pense pas qu'il ait d'état d'âme quand il s'agit d'éliminer un certain nombre de chefs de partis au sens du XVIIIe siècle, de factions ou d'autres, parce que on est dans une situation où on n'a pas le choix. On n'est plus dans un moment où on peut tergiverser. Très bien. Bon, écoutez, avant de parler de la fin de Robespierre en 1794, et puis surtout de toute l'historiographie qui se déploie par la suite et qui va être tout à fait fondamentale pour comprendre la fabrication du mythe, on va marquer une deuxième pause musicale. Alors cette fois, en allant vers le XVIIIe siècle, la fin de siècle, avec le Luigi Boccherini, une quintette pour piano, c'est l'opus 56, et c'est le mouvement Allegretto.
C'était Luigi Boccherini sur R2R. Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Bosc pour son livre qu'il a écrit avec Marc Bellissa, son livre intitulé Robespierre, la fabrication d'un mythe, un ouvrage qui est paru chez Ellipse en novembre 2013. Alors Yannick Bosc, ça y est, Robespierre est mort, il a été donc décapité le 10 juillet 1794, et là commence l'historiographie, et vous expliquez remarquablement dans votre ouvrage qu'en fait c'est dans les années qui suivent immédiatement, et même je dirais presque dans les mois qui suivent immédiatement cette exécution, que la légende noire de Robespierre se construit, Yannick Bosc. Oui, elle se construit, enfin disons qu'elle se fixe à ce moment-là, mais qu'elle a pour ce travail de fixation déjà des outils. C'est-à-dire que le discours négatif sur Robespierre, je l'ai indiqué tout à l'heure, existe déjà dans la presse monarchiste depuis les années 1790, enfin depuis 1790. Et donc, en 1790, on traite déjà Robespierre d'apprenti dictateur, de sanguinaire potentiel, on dit que c'est le petit neveu de Damien, le régicide. On dit qu'il paye des gens pour passer pour un incorruptible. Enfin, on dit même qu'il a volé les bijoux de la Dubarry. Enfin, il y a tout un tas de discours comme ça qui circulent, qui sédimentent et qui font une sorte de boîte à outils de la calomnie, qui va être réutilisée. Alors, qui est également alimentée à partir de 92 par les Girondins, qui vont reprendre à peu près les mêmes calomnies et qui vont les développer en disant que c'est une espèce de prêtre entouré de dévots plus ou moins limités intellectuellement et de femmes qui sont tout un discours qui reprend, qui va être repris stricto sensu pour la suite. Et d'ailleurs, ce sont souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des rédacteurs de la presse monarchiste de cette année de 1790-1791 qui continue dans la presse thermidorienne à produire le même discours, mais qui a bien sûr capté l'air du temps et qui s'est ajusté. Bon. Mais il n'y a pas que cette presse-là, parce que les premiers relais de ce discours-là, ce ne sont pas les monarchistes, ce sont les thermidoriens, c'est-à-dire ceux qui se sont regroupés à un moment donné pour renverser les robespierristes. Juste un mot pour dire que ce qu'on appelle convention thermidorienne, c'est la période qui commence après l'exécution de Robespierre. Voilà, ça va entre l'exécution de Robespierre, donc 9 Thermidor en 2, 27 juillet 94, jusqu'au directoire, jusqu'à l'automne 95. Bon. Et à ce moment-là, au moment même où Robespierre, on va développer une obstruction contre lui, comme on l'a fait systématiquement avant, mais il a toujours réussi à contourner ça, même encore une fois sous la Convention. Au début de la Convention, il Louvet, un Girondin, l'attaque, l'accuse de dictature. On est à l'automne 92. Il n'est pas au comité de salut public du tout. Mais on l'accuse déjà de dictature, de vouloir contrôler l'opinion aux Jacobins, et toute une obstruction est organisée pour qu'il ne puisse pas répondre. Il arrive in extremis à répondre, il ridiculise Louvet, qui ne peut pas répondre lui à son tour, et ce qui était censé être le procès accablant de Robespierre devient la défaite de la Gironde à ce moment-là. Et donc même chose, obstruction le 9 Thermidor, on l'empêche de parler, on se débrouille très vite pour l'éliminer de la scène, et on fabrique le discours qui légitime l'action. Il va falloir légitimer ce qui s'est passé, et donc on commence à fabriquer des pièces. Par exemple, on va mettre un tampon avec une fleur de lys on va dire qu'on l'a trouvé en tout cas sur le bureau de Robespierre, alors qu'il était regroupé avec les siens à l'hôtel de ville, et qu'il voulait être roi. D'ailleurs, qu'il y a eu des visites qui ont été rendues au temple où les enfants du roi sont encore là. Il voulait même épouser peut-être la fille, n'est-ce pas, de Louis XVI. C'était la preuve. Évidemment, j'hésite à vous le dire, disaient les députés à leur collègue. Vous n'allez pas me croire. Et petit à petit, la fable de Robespierre roi, ou qui voulait être roi, elle prend corps dans l'espace légitime, c'est-à-dire dans l'espace de l'Assemblée, est colportée par la presse, par le théâtre, est colportée par les chansons, et petit à petit on commence à avoir des témoignages qui racontent que Robespierre, au départ, il ne voulait pas asservir toute la France, mais la Convention. Il ne l'a pas encore fait, disent les conventionnels, mais il allait le faire. Oui, voilà. Et les monarchistes qui écrivent de Londres disent non, il l'a déjà fait. Il est déjà un dictateur, un tyran depuis très longtemps. Et donc tout ça se fabrique dans l'espace public à un moment donné où même les comptes rendus d'assemblée sont réécrits. C'est-à-dire qu'il y a la fabrication
du discours officiel, qui va être véritablement fixé par le rapport de Courtois, celui qui avait pris les papiers et qui les a plus ou moins manipulés, et qui va donner le là, en quelque sorte, à partir duquel vont se fabriquer des discours de plus en plus élaborés, qui sont les premières histoires de la Révolution française, et qui peuvent avoir une tonalité républicaine, girondine, puisque les Girondins reviennent à ce moment-là, ou une tonalité qui est une tonalité monarchiste, contre-révolutionnaire, qui écrivent soit de France, puisqu'ils reprennent du poil de la bête à ce moment-là, soit qui écrivent de l'extérieur, par exemple d'Allemagne. L'abbé Proyard, qui écrit une biographie de Robespierre sous le nom de Leblond de Neuve-Église, est quelqu'un qui a connu Robespierre quand il était à Louis-le-Grand, quand il était enfant, et il va écrire un livre absolument halluciné sur l'horrible Robespierre qu'il reconstruit en fonction du moment. Et c'est un livre dans lequel, par exemple, il parle de tanneries de peau humaine, qui vont servir à fabriquer des souliers pour les sans-culottes, et tout un tas de propos qui sont évidemment aberrants. Ce livre va être réédité au milieu du 19e siècle par un neveu qui va, on va dire, le nettoyer de toutes ces exagérations, de tous ces propos qui sont effectivement peu au service de l'ouvrage, de sa crédibilité. Et c'est dans cette réédition expurgé de l'ouvrage de l'abbé Proyard que vont puiser à pleine main aujourd'hui les biographes sur l'enfance de Robespierre. Voilà. Donc, quelle crédibilité en tant qu'historien peut-on donner à une source qui est d'origine thermidorienne, qui vient de la part de quelqu'un qui est un prêtre, qui est réfugié en Allemagne et qui est un contre-révolutionnaire avéré et qui retravaille ses souvenirs. Texte qui a lui-même été retravaillé au XIXe siècle. Et à partir duquel on va dire, oui, Robespierre faisait ci, faisait ça, etc. Oui, évidemment. Alors, quand est-ce qu'une historiographie favorable à Robespierre commence à poindre le bout de son nez, Yannick Bosc ? Elle pointe dès l'instant où les républicains ont besoin d'exister politiquement. Donc, après la Révolution de 1830 principalement, parce qu'autrement ils sont sous le boisseau, ils sont en exil, les régicides ne sont plus là. Bon. Donc on est pendant la monarchie de Juillet, au moment où il a fallu en 1830 choisir entre est-ce qu'on prend un roi ou Louis-Philippe, ou est-ce qu'on prend des républicains. Les républicains, avec Thiers en particulier et d'autres, vont faire des choix stratégiques qui vont mettre Louis-Philippe au pouvoir, mais il faut à ce moment-là aussi que les républicains existent. Et pour exister, il faut exister aussi par rapport à ce qui les constitue dans leur légitimité historique. Or, les républicains, c'est Robespierre, et Robespierre, c'est le mal. Donc si les républicains, c'est Robespierre, c'est le mal, c'est la guerre, c'est la guillotine, ça ne peut pas passer dans l'espace public. Donc on va retravailler Robespierre contre cette légende noire, et en particulier en mettant en avant ses discours, ses propos, et des fois en le fabriquant comme un quasi-dieu. Un quasi-dieu qui est quelqu'un d'inatteignable, qui est perdu dans les idées, qui n'est pas cette espèce de personnage extravagant et fou et sanguinaire, mais un pur esprit, qui n'est pas quelqu'un qui se vautrait dans des orgies horribles et qui avait toutes les femmes à ses pieds, mais qui au contraire était un quasi-puritain, qui était une pure idée, une pure incarnation, qui était la froideur même. Et vous comprenez bien qu'on a là, dans ce discours, la fabrication d'un contre-discours possible. À quoi mais Robespierre était ce puritain? Mais justement, c'est ce désir de pureté qui est la base de cette tyrannie qu'on va construire, etc., etc. Donc Robespierre réapparaît comme un personnage positif, on le fabrique positivement à ce moment-là, on fabrique une légende dorée, on en fait un quasi-dieu, on n'en fait pas un personnage charnel, presque. En voulant le sauver, finalement, on peut l'accabler, par ailleurs. Alors, quand est-ce que va naître, Yannick Bosc, l'historiographie proprement universitaire de Robespierre ? Alors ça correspond à la Troisième République, ça correspond au moment où Alphonse Sollard va avoir la thèse d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, qui est la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, qui est une construction des radicaux, à l'époque, de Clémenceau en particulier, qui est pensée dans le fil du centenaire de la Révolution française. Mais Alphonse Sollard est un républicain. Et il existe un discours républicain favorable à Robespierre. Il existe aussi un discours républicain défavorable à Robespierre. Et en particulier qui se construit à partir de 1848. Le moment où Robespierre va apparaître comme quelqu'un qui est pour un ordre bourgeois, celui de 48, qui est du côté des prêtres,
et qui donc ne peut pas être le porte-drapeau d'une république anticléricale que l'on appelle de ses voeux. Donc c'est Danton qu'on va choisir plutôt comme porte-drapeau à ce moment-là. Donc cette histoire scientifique se met en place. Hollart est profondément anti-robespierriste dans ses propos pour des raisons politiques, mais en même temps est quelqu'un qui va produire des textes, publier des sources qui vont à l'encontre de son propre discours. Et il va avoir comme élève Albert Mathieu, qui va être celui, dans l'université française, qui va représenter le travail d'érudition sur les sources et qui va aller contre son maître. Le moment Mathieu, ça correspond à la naissance de la Société d'études robespierriste en 1907, c'est ça, Yannick Bosc? Oui, on peut dire ça, c'est le moment où il rompt avec Hollart et il dit mais c'est pas possible que ces discours que je vois, ce que je vous disais tout à l'heure, qui a été ma propre réaction quand j'étais étudiant, ces discours que je lis là soient compatibles avec ça. C'est pas possible que Robespierre était aussi taxé de médiocrité, on l'a pas dit, mais c'est quelqu'un qui a, on a fait un florilège au début du bouquin, on a mis tous les termes, tous les qualificatifs. C'est quelqu'un qui est qualifié de médiocre, d'incapable, de nul, d'inexistant. Il a absolument tous les défauts. Donc il dit mais comment une nullité et cette médiocrité, cette espèce de fou a pu représenter la révolution à un moment donné, être portée par la population, et comment expliquer qu'une nullité, quand elle disparaît, on voit que la révolution s'effondre. Voilà. D'accord. Alors bon, le temps presse, donc on accélère peut-être un petit peu. Essayons de résumer les choses. Finalement, les historiens qui ont travaillé sur Robespierre ou sur les questions annexes, et les historiens universitaires sont quand même eux-mêmes très marqués par un parcours militant communiste. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Yannick Bosc, on peut citer les noms de Albert Soboul, de Claude Masaryk, qui sont aussi des membres du Parti communiste. Oui, il y a, à partir des années 1930, on va à gauche exhumer un Robespierre qui a été mis de côté. Robespierre est considéré comme le parangon de ce qu'on appelle la révolution bourgeoise. Donc il est pour les marxistes de l'époque renvoyé au passé. La nouvelle révolution, la jeune révolution, c'est la révolution prolétarienne. Alors c'est peut-être un ancêtre sympathique, c'est une momie, c'est un peu poussiéreux. Mais il va réapparaître comme un personnage politique à partir de 1930, au moment où le Parti communiste, face au nazisme et face au fascisme, va rassembler le camp républicain à gauche, ce qui va donner le Front populaire, avec le Parti socialiste et les radicaux, et va prendre aux républicains, qui étaient plutôt centristes ou radicaux ou de droite, le flambeau de la Révolution française et remplacer Danton par Robespierre. Et de fait, on va avoir à ce moment-là la construction de Robespierre comme héros communiste, comme personnage clé de la mythologie communiste, avec des historiens qui sont à la fois portés par une méthodologie marxiste. Marx est un sociologue, c'est un philosophe, c'est pas qu'un idéologue. Donc il y a tout derrière une conception de l'histoire qui est en jeu, qui renvoie aussi à l'histoire structuraliste qui se met en place à ce moment-là, l'histoire économique et sociale. Donc on a tout un courant d'historiens de gauche, communistes, qui portent Robespierre, mais qui le portent dans une représentation du personnage qui le renvoie souvent à cette révolution bourgeoise quand même. Donc il enferme dans une vision de l'histoire qui est assez déterministe, en quelque sorte. Alors, à côté de ces figures qui travaillent sur et nous approchons de la fin de l'émission, sur Robespierre, il y a quand même, on peut en dire juste un mot, il nous reste quelques secondes pour terminer cette émission, Yannick Bosc. Il y a quand même François Furet qui a porté un autre regard sur Robespierre. Quel est-il en quelques mots ? Je ne sais pas s'il a apporté un autre regard. En fait, il a apporté un regard qui existait déjà. C'est-à-dire qu'il va recycler tout un discours qui était très ancien sur Robespierre. Mais ce n'est pas Robespierre qui l'intéresse particulièrement. Ce n'est pas le personnage. Si vous voulez, Robespierre a été souvent vu, et Furet le dit, comme une espèce de monstre. Et pour Furet, Robespierre n'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui est plutôt effectivement terne, un bureaucrate, un politicien, et quelqu'un qui est plutôt le symptôme d'un problème qui serait celui d'une révolution matrice des totalitarismes. Donc derrière cette médiocrité et cette banalité du mal, en quelque sorte, Robespierre figurait les impasses d'une révolution française vouée à être un drame, en quelque sorte.
Eh bien, merci beaucoup Yannick Bosc pour ces explications et je ne peux que renvoyer à votre livre Robespierre, la fabrication d'un mythe, un ouvrage coécrit avec Marc Bélissa, paru aux éditions Ellipse en novembre 2013. Quant à nous, quant à nos auditeurs, je vous dis à dimanche dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Au Miroir de Clio. À très bientôt sur R2R.